Alors, merci d'être là. Mon nom, comme je vous disais, c'est Benoît Jutras. Je suis professeur titulaire en audiologie. Et j'ai deux collègues avec moi, Adriana Lacerda, qui est professeure agrégée en audiologie également, et Victoria Duda, qui est euh, professeure adjointe en audiologie. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de la maîtrise professionnelle en audiologie. Donc, qu'est-ce que la maîtrise professionnelle en audiologie? Qu'est-ce que l'audiologie? En premier, on peut se poser la question, c'est quoi l'audiologie? Donc, c'est une discipline du domaine de la santé axée sur l'audition, l'équilibre et leurs troubles. Donc, un audiologiste, qu'est-ce que ça fait dans la vie? La question qu'on peut se poser, c'est dans la vie de tous les jours, mais qu'est-ce que ça fait? Donc, un audiologiste, un professionnel de la santé qui prévient les troubles auditifs, fait la prévention des troubles auditifs. Et lorsqu'on parle de prévention des troubles auditifs, des exemples que je peux vous donner, c'est des travailleurs qui sont en usine, qui travaillent dans le bruit. Il faudrait trouver un moyen pour que le bruit n'endommage pas leur audition parce qu'on sait qu'à un niveau élevé, des bruits qui sont présentés à un niveau élevé et qui durent dans le temps peuvent entraîner des troubles auditifs. Donc, on peut faire de la prévention auprès des travailleurs, mais on peut faire aussi de la prévention des troubles auditifs en faisant un dépistage auditif auprès d'enfants d'âge scolaire et même auprès de bébés pour déterminer si les enfants ont une bonne acuité auditive, s'ils entendent bien et sinon, mettre en place des moyens. Donc, on peut faire de la prévention des troubles auditifs, mais on peut aussi évaluer l'audition de la personne et du système vestibulaire. Donc, lorsqu'on parle d'évaluer l'audition de la personne, c'est de faire passer des examens. On a des tests qui sont standardisés qui nous permettent de situer le problème. Est-ce que le problème se situe plus dans l'oreille externe, donc dans le conduit? On peut penser, parfois, il y a des gens qui peuvent avoir du cérumen qui peuvent bloquer le conduit auditif externe et s'entraîne une perte auditive qui est temporaire, mais qui peut être une perte légère. Donc, la personne a l'impression qu'elle entend moins bien d'un côté, mais ça se peut que ce soit un bouchon de cérumen et ça, c'est facile à enlever, le bouchon de cérumen. Ça peut être aussi un problème qui est dans l'oreille moyenne, qu'on peut retrouver chez les enfants, majoritairement chez les enfants, des otites, donc du liquide qui se ramasse derrière le tympan. Et donc, ce sont des otites et ça entraîne une perte auditive qui peut être aussi temporaire. Et ça, le médecin peut faire quelque chose, soit par des antibiotiques ou en mettant des tubes à travers le tympan pour laisser écouler le liquide qui est derrière le tympan. Et donc, l'enfant peut avoir une perte temporaire le temps que l'otite est en place. Il peut y avoir aussi des problèmes qui se situent plus dans l'oreille interne, donc l'endroit où on a la partie sensorielle de l'oreille, et c'est ce qui nous permet de détecter, d'entendre des sons et la parole également. Et donc, il y a aussi le nerf auditif à partir de l'oreille interne. Il y a le nerf auditif qui amène le son jusqu'au cerveau. Mais le nerf auditif, et après ça, il y a différents relais jusqu'au cerveau. C'est comme ça qu'on peut entendre, donc à partir des différentes parties de l'oreille. Donc, le problème peut être dans l'oreille externe, dans l'oreille moyenne ou dans l'oreille interne ou sur le nerf auditif ou entre l'oreille et le cerveau, il y a un système auditif qu'on appelle le système auditif central et le problème peut se situer là également. Et il y a le système vestibulaire qui nous permet de se maintenir en équilibre. Pour être en équilibre, on a besoin de trois sens, trois systèmes qui travaillent ensemble. Donc, il y a la partie vestibulaire de l'oreille. Il y a aussi le système proprioceptif qui nous permet de se situer dans l'espace. Puis il y a aussi la vision qui nous aide aussi à maintenir l'équilibre. Et nous, comme audiologistes, on évalue principalement le système vestibulaire. Lorsqu'il y a un problème qui est
on a trouvé un problème chez un enfant ou chez une personne, parfois, il y a des choses que le médecin peut faire. Je vais donner des exemples tantôt, soit en mettant un tube transtympanique à travers le tympan pour laisser écouler le liquide. Donc, lorsque l'enfant a des otites, ça, c'est possible de faire ça. C'est le médecin qui fait ça. Et il y a d'autres problèmes, comme lorsque ça touche l'oreille interne et que ce sont les structures de l'oreille interne qui sont touchées. Habituellement, le médecin ne peut pas vraiment faire rétablir ces structures-là. À ce moment-là, on ne peut pas dire à la personne, vous avez un problème d'audition, on ne peut rien faire pour vous. Non, il y a des choses qu'on peut faire et c'est ce qu'on appelle de l'intervention ou de la réadaptation qu'on fait auprès de ces personnes-là pour trouver des moyens avec la personne pour réduire les situations de communication qui sont difficiles pour cette personne-là. Donc, comme moyen, comme exemple, je peux vous donner l'exemple d'appareil auditif. C'est quelque chose qui nous vient rapidement en tête parce que c'est quelque chose qu'on a pu voir chez peut-être nos grands-parents, chez certains enfants lorsqu'on était à l'école. Le port d'appareil auditif, c'est un des moyens qui aide à entendre un peu plus fort. Mais ça ne règle pas tous les problèmes parce que l'appareil auditif amplifie le son de la voix, mais aussi le bruit autour. Et donc, parfois, ça peut être quand même difficile pour la personne d'entendre lorsqu'il y a du bruit autour, même si la personne porte des appareils auditifs. Donc, il y a d'autres moyens qu'on peut mettre en place pour aider ces personnes-là. Et on peut penser à ce moment-là à des stratégies de communication enseignées, des stratégies de communication, soit à la personne qui est malentendante et aussi à l'entourage, parce que l'entourage est quand même importante pour lorsqu'on parle d'un problème auditif, mais ça touche la personne, mais aussi l'entourage. Et donc, on donne des moyens aussi à l'entourage pour améliorer la communication auprès de la personne qui a un trouble auditif. Donc, ce sont des exemples de qu'est-ce que fait un audiologiste, donc la prévention, l'évaluation et de l'intervention. Auprès de quelle clientèle l'audiologiste travaille? C'est auprès autant des bébés que des personnes âgées en passant par des enfants, des adolescents et des adultes. Donc, on peut penser facilement que l'audiologiste peut travailler avec des adultes et des personnes âgées, mais travaille aussi auprès de bébés. Et c'est possible de passer des tests auprès de bébés pour déterminer le niveau d'audition. Est-ce que l'enfant entend? Puis on peut avoir une idée à quel niveau pourrait se situer, si jamais il y a une perte auditive, à quel niveau pourrait se situer cette perte auditive-là. Chez un jeune bébé, c'est un peu moins précis chez un jeune bébé, mais on est quand même capable de savoir si le bébé entend bien ou s'il y a un problème. Et au fur et à mesure que le bébé grandit, mais là, on est en mesure de préciser les seuils d'audition de cet enfant-là, de ce bébé-là. Et on peut, comme je disais, à ce moment-là, mettre en place des moyens assez rapidement si l'enfant a une perte auditive, mais on peut, avec les appareils auditifs, faire de la réadaptation pour que l'enfant puisse avoir accès au monde sonore, mais aussi à la parole pour bien développer son langage. Donc, on intervient auprès de bébés, auprès d'enfants d'âge scolaire. J'ai nommé tantôt du dépistage qu'on peut faire dans les écoles, mais aussi on peut aller faire de la sensibilisation dans les écoles à l'utilisation des lecteurs de musique portable. On peut faire l'évaluation, bien sûr, de ces enfants-là. Et les personnes âgées, on fait aussi également de l'accompagnement auprès de personnes âgées. Où on retrouve les audiologistes, on les retrouve principalement dans les hôpitaux, dans les centres de réadaptation. On les retrouve aussi en cabinet privé. Et il y a quelques audiologistes qui travaillent en CHSLD, mais je pense que l'avenir, parce qu'on sait que la population elle est vieillissante et en vieillissant, on perd de l'audition, ce qui fait que ça entraîne des problèmes de communication chez les personnes âgées et aussi auprès de l'entourage qui communique avec eux. Ils ont aussi des difficultés de communication avec ces personnes-là. Et donc, de plus en plus, on devrait retrouver des audiologistes en milieu, en CHSLD, mais aussi,
commence à y avoir des audiologistes qui sont dans des écoles, qui travaillent auprès d'élèves dans les écoles, que ce soit des élèves du primaire ou du secondaire. La maîtrise, maintenant qu'on a parlé de l'audiologie et qu'est-ce que fait un audiologiste et travaille auprès de quelle clientèle, maintenant on peut parler du programme. À quoi ça ressemble le programme d'audiologie à l'Université de Montréal? Donc, la structure du programme, c'est un programme de 80 crédits. Et ce 80 crédits-là est échelonné sur 2 années. 2 années où les sessions sont consécutives. Donc, c'est 6 sessions consécutives et qui durent 2 ans au total. Et il y a une semaine d'orientation juste avant de commencer dans le programme. Il y a une semaine d'orientation obligatoire. Donc, ça permet d'expliquer aux futurs étudiants qui sont dans le programme comment ça va se dérouler et déjà commencer à enseigner certaines méthodes pédagogiques qu'on utilise. Et la méthode pédagogique qu'on utilise, je vais juste changer ça ici, c'est une approche par compétence. Qu'est-ce que ça veut dire, une approche par compétence? Ce que ça veut dire, entre autres, c'est de rendre l'étudiant le plus autonome possible dans ses apprentissages. Et donc, pour y arriver, on utilise différents moyens. Et différents moyens, c'est ce qui est illustré ici par la flèche. Donc, il y a de la théorie qui est enseignée, ce qu'on appelle les ressources. Donc, il faut apprendre les fondements de l'audiologie, il faut les apprendre. Il faut apprendre à comment faire les examens, comment accompagner les personnes qui ont des troubles d'audition ou des troubles d'équilibre aussi. Et donc, il y a aussi des ateliers pratiques. Et quand je parle d'ateliers pratiques, ça peut être des laboratoires où l'étudiant apprend à faire des procédures. Donc, comment évaluer l'audition d'adultes, comment adapter notre évaluation qu'on a fait auprès d'adultes à des enfants, parce qu'on sait que de jeunes enfants, on ne peut pas leur demander de lever la main toutes les fois qu'ils entendent un son. Donc, il y a différentes façons d'évaluer un enfant. Donc, comment on adapte notre évaluation, comment on intervient, donc la réadaptation auprès d'adultes, auprès de personnes âgées, mais aussi auprès d'enfants. Donc, il y a des laboratoires qui permettent d'apprendre ces procédures-là. Il y a également des ateliers de communication parce que lorsqu'on parle d'une profession dans le domaine de la santé, ce n'est pas uniquement d'apprendre à poser des actes, mais c'est aussi apprendre à communiquer avec les personnes. Donc, d'être à l'écoute de ces personnes-là, mais de savoir comment leur expliquer les résultats, comment les accompagner aussi à réduire les situations où ils éprouvent de la difficulté due au fait qu'ils ont un problème de communication. Donc, il y a des ateliers qui portent là-dessus, sur la communication professionnelle, sur la collaboration, entre autres. Et il y a des activités qu'on appelle de simulation ou préclinique. Des activités de simulation ou des activités précliniques, ce sont des activités qui sont faites soit auprès de personnes pour qui on connaît déjà leur statut auditif ou vestibulaire et les étudiants peuvent pratiquer des procédures avec ces personnes-là et les personnes peuvent donner de la rétroaction aux étudiants. Et des activités, par exemple, des activités précliniques, ça peut être de faire d'évaluations dans les laboratoires, de faire d'évaluations d'enfants qui n'ont pas de problème auditif, qu'on ne soupçonne pas de problème auditif, mais ça permet aux étudiants d'apprendre la procédure avec de vrais bébés, de vrais enfants. La même chose avec des musiciens qui sont vus dans les laboratoires, on évalue leur audition et on pousse l'évaluation quand même assez loin parce que leur outil de travail, c'est d'apprendre à utiliser un instrument de musique, mais aussi l'audition, c'est très, très important pour les musiciens. Donc, on a des laboratoires ou des activités précliniques auprès de cette clientèle-là. Donc, ce sont des exemples que je vous donne.
Et lorsque les étudiants ont passé à travers la pratique en laboratoire, ont aussi fait des activités avec des personnes qui n'ont pas nécessairement de problèmes auditifs, par la suite, ils ont des activités qu'ils font, des activités cliniques à la clinique universitaire. On a une clinique universitaire en orthophonie et en audiologie et il y a des personnes qui sont vues à la clinique universitaire parce qu'ils ont des problèmes vestibulaires ou des problèmes auditifs. Et donc, les étudiants, tous les étudiants, dans le cadre d'un cours, vont passer, dans certains cours, vont passer à la clinique universitaire pour faire des interventions à la hauteur de ce qu'ils connaissent, parce que les activités à la clinique universitaire commencent quand même assez tôt dans le programme. Dès le premier trimestre, dès la troisième ou quatrième semaine, les étudiants sont déjà à la clinique universitaire pour poser quelques actes professionnels encadrés par des audiologistes à la clinique. Et donc, il y a des activités qui se font dans les cours à la clinique universitaire, les étudiants apprennent là, et il y a des stages qui sont prévus à l'extérieur de l'université, donc dans les milieux, soit dans les hôpitaux, les centres de réadaptation, des cabinets privés. Il y a des activités cliniques qui se font dans les milieux et les étudiants sont supervisés par des audiologistes en pratique. Et donc, c'est un peu ça l'approche par compétence. Dans la majorité des cours, on va avoir à la fois de la théorie, de la pratique, des activités de simulation ou préclinique, des activités cliniques. Et parfois, l'étudiant s'en va dans des activités cliniques à l'extérieur de l'université. Maintenant, les conditions d'admissibilité. Les conditions d'admissibilité sont de détenir un baccalauréat. Puis ici, vous avez quelques bacs qui ont été identifiés, sciences biomédicales, neurosciences cognitives et psychologie ou d'autres domaines connexes. Et l'étudiant doit avoir obtenu au premier cycle au moins une moyenne, c'est-à-dire une moyenne d'au moins 3,3 sur 4,3 ou l'équivalent, si l'étudiant provient d'une autre université où ce n'est pas les mêmes barèmes, et passer en ligne l'examen Casper. Et l'examen Casper, je vous invite à aller voir dans le site de l'université. Si vous tapez Casper, ça va vous amener sur une page où ça vous explique qu'est-ce que c'est l'examen Casper, mais grosso modo, ce que ça fait, l'examen Casper, c'est un examen qui se fait en ligne. Et cet examen-là est fait, ça dure à peu près 90 minutes. Et ce que ça l'évalue des compétences transversales. Donc, ça n'a rien à voir avec des notions d'audiologie, rien à voir avec ça. C'est un test qui permet d'aller vérifier comment l'étudiant se comporte sur différents plans. Donc, on peut penser au professionnalisme, à la collaboration, à l'empathie, à la communication. Ce sont des exemples qui l'étudiant, dans des mises en situation, doit se prononcer par rapport à qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation-là. Et à partir de vignettes qui durent à peu près 3 minutes, et l'étudiant doit répondre à 2 ou 3 questions et pendant 5 minutes. Et après ça, ça change de vignette et il y a 12 vignettes au total. C'est un peu ça l'examen Casper, mais comme je vous dis, allez voir dans le site des admissions, ou de l'université, tapez Casper et ça va vous amener sur une page qui vous explique davantage qu'est-ce qu'il y en a. L'étudiant doit faire aussi 20 heures de bénévolat auprès d'enfants ou 20 heures auprès de personnes âgées. Et là, les 20 heures, ce n'est pas 15 heures avec des enfants et 5 heures avec des personnes âgées, c'est soit avec un groupe ou l'autre groupe. Il faut que ce soit fait dans les 2 dernières années. Le bénévolat. Puis ça se peut que ce soit dans le cadre d'un travail que vous avez déjà fait dans les 2 dernières années. Vous avez été en contact avec des enfants, soit de l'accompagnement dans l'aide aux devoirs. Ça peut être aussi
dans des camps de jour, lorsque les camps de jour étaient possibles ou lorsque c'est possible. Donc, ça peut être ça, ou ça peut être de l'aide que vous avez apportée dans des résidences pour personnes âgées. Donc, si vous avez travaillé dans ces résidences-là, mais vous êtes dans les 2 dernières années, mais vous êtes admissible pour le bénévolat et vous devez demander à la personne responsable de remplir un formulaire qui est disponible dans votre centre étudiant, que vous devez déposer par la suite dans votre centre étudiant. Les cours préalables, il y a 6 cours préalables. Ça me fait penser, je vois questions et réponses. Je vois qu'il y a 2 questions, mais on va les retenir à la fin, les 2 questions. Et s'il y en a plus, posez-les dans questions et réponses et à la fin, nous reviendrons avec les réponses qu'on peut vous donner à vos questions. Donc, je reviens au cours préalable. Il y a 6 cours préalables: anatomie et physiologie de l'audition, équilibre et phonation, et psychoacoustique et perception de la parole. Ces 2 cours-là, ce sont 2 cours qui sont donnés en ligne par nous. Et ces cours-là se donnent à chacun des trimestres, à l'automne, à l'hiver et à l'été. Pour les étudiants, donc ces 2 cours-là, il y en a un qui porte le sigle AUD 1131 et psychoacoustique, c'est AUD 1132. Si vous avez déjà fait le cours qui était avant, qui s'appelait AUD 1130, ce cours-là, vous êtes admissible. Vous n'êtes pas obligé de faire les 2 cours d'anatomie et physiologie ainsi que de psychoacoustique. Si vous avez fait le 1130, ça compense pour ces 2 cours-là. Vous devez faire aussi un cours de psychologie du développement, un cours de phonétique, un cours de statistique et un cours de physiologie humaine. Maintenant, l'analyse du dossier, comment elle se fait? Il y a un score global qui est établi à partir du dossier scolaire et de l'examen Casper. Et le dossier scolaire compte pour 50% du score global et l'examen Casper, qui est un score Z que nous recevons, que vous avez passé et qu'on reçoit la note, le score Z, et ça compte pour 50%. Et à partir de ces deux notes-là, on établit un score global et on va par des scores les plus élevés jusqu'aux scores les moins élevés lorsque l'étudiant remplit aussi les exigences que j'ai nommées tantôt, avoir au moins 3,3 sur 4,3 pour la moyenne cumulative. Les étudiants peuvent se poser la question en disant, mais si j'ai 3,3, est-ce que j'ai des chances d'être admis ou admise dans le programme? Comme je dis, c'est 50%, ça compte pour 50% de la note. Si vous avez un dossier de 3,3, mais vous avez un examen Casper, donc les résultats à ce score-là, qui sont quand même assez bons, mais ça va vous amener un peu plus haut dans la liste où on établit par priorité là, les scores. Le contraire aussi, l'étudiant peut avoir un très bon score scolaire, mais avoir un examen Casper qui ne lui permet pas d'atteindre, il se retrouve beaucoup plus bas dans la liste et à ce moment-là, il n'est pas admissible dans le programme. Il n'y a pas d'offre d'admission qu'on lui remet. Pour revenir à l'examen Casper, nous, on reçoit la note, mais on ne peut pas la partager aux étudiants. La capacité d'admission, c'est 36 étudiants par année. Donc, l'année passée, on a eu quand même près d'une centaine de demandes et on a retenu 31 candidatures en première année. Et donc, actuellement, en première année, il y en a 31 étudiants. Donc, je ne sais pas, on va passer maintenant à la partie questions. Je vais arrêter le partage. Donc, les questions, je vais regarder. Quels sont les domaines connexes plus précisément? En fait, c'est si vous faites un bac, puis un bac, on a nommé, vous avez vu, ça peut être un bac en linguistique, ça peut être un bac en neurosciences cognitives, ça peut être un bac, parfois ça peut être un bac en biologie. On a eu des étudiants qui ont eu un bac en biologie. Ça peut être aussi, donc l'important, c'est d'avoir un bac, mais
le plus près possible des sciences, soit des sciences de la santé ou des sciences qui ressemblent plus linguistique, psychologie, neuropsy. Je ne sais pas si, lorsque, Réna, vous avez posé cette question-là, est-ce que vous aviez en tête un domaine en particulier? Parce que les étudiants qui ont un doute, ils nous envoient un courriel et on peut leur dire si oui ou non c'est un domaine qui est admissible. L'autre question, est-ce qu'avec un bac, ah ben voilà, c'est la deuxième question. Est-ce qu'avec un bac en neurosciences cognitives, j'ai tous les cours nécessaires pour aller directement à la maîtrise? La réponse est oui. Normalement, vous avez psychologie du développement, vous avez le cours de statistique, vous avez un cours de phonétique clinique. Ça prend un cours de phonétique clinique qui se trouve dans le cursus en option. Et vous avez aussi les cours qui sont en ligne, AUD 1131 et 1132. Le bénévolat, c'est avant la maîtrise ou pendant? C'est avant la maîtrise. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'étudiant, avant qu'il entre à la maîtrise, qu'il soit en contact avec des enfants ou des personnes âgées, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des étudiants qui entraient dans le programme en audiologie et qui n'avaient jamais été en contact, soit avec des enfants ou des personnes âgées. Et lorsque ces étudiants-là étaient allés dans un stage, mettons, pédiatrique, qui n'avaient jamais été en contact avec les enfants, il y avait de la difficulté à faire l'évaluation parce qu'il y avait de la difficulté à encadrer. Ils ne savaient pas comment encadrer un enfant pour aller plus loin dans l'évaluation. Donc, c'est avant la maîtrise, 2 ans avant, au moins, au plus 2 ans avant l'entrée dans le programme, donc en septembre. Il faut avoir fait 20 heures de bénévolat, soit avec les enfants ou les personnes âgées. C'est bon. Je pense qu'on a terminé la session. S'il n'y a pas d'autres questions, mais on va terminer là-dessus. Mais merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir assisté. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez contacter, lorsque vous allez dans le site de l'école, il y a Gina Cazuola, qui est la TGDE qu'on appelle, c'est la technicienne en gestion des dossiers étudiants. Et c'est elle qui reçoit les questions. Et si jamais elle n'a pas la réponse à vos questions, mais elle va nous consulter. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et on vous attend dans notre programme. J'espère que ça vous a convaincu de vous joindre à nous. C'est un programme qui est très intéressant, mal connu, mais très intéressant. Merci.